18h39, quasiment en direct. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Vladimir Fedorovski. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Je vous corrige. Pourquoi? Vous n'êtes pas seulement ancien diplomate. Mais depuis 30 ans, je suis l'écrivain d'origine russo-ukrainienne le plus vendu en Europe. Et vous avez raison. On dit toujours perestroïka, les diplomates, la même chose. En tout cas, vous êtes en grande forme. Vous êtes ancien diplomate, mais surtout donc écrivain avec ces livres incroyables, notamment celui-là, Le diplomate venu du froid, aux éditions Ballant. Il y en a un qui arrive sur Napoléon, on en parlera une autre fois, parce qu'évidemment... Napoléon face à la Russie, je vais vous dire, si vous permettez juste un mot. Vous savez, on raconte tout et son contraire. Et Napoléon, il a affronté la Russie. Et je vais vous dire, j'ai écrit ça depuis 30 ans. 30 ans 30 ans que j'ai fouillé. Et puis un déclic. Une phrase de Napoléon. Pourquoi il n'a pas réussi? Le climat. Il a dit, c'est banalité quand même, l'espace russe, il a dit la géographie. Mais c'est surtout pour nous, ne pas prendre ses désirs pour les réalités et comprendre la mentalité de l'adversaire. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Parce que pendant ces 2 ans, pour être franc, on a tellement pris ces désirs pour les réalités. Et comprendre la psychologie de Vladimir Poutine, parce que c'est lui aujourd'hui qui menace l'Ukraine, bien sûr, qui fait assassiner, ou peut-être vous allez nous expliquer une autre version, ses opposants. On va écouter la mère de M. Navalny, qui est mort en détention dans une prison qui était du goulag, évidemment. Écoutez ce qu'elle dit. Elle a pu voir le corps de son fils, mais elle ne peut pas le récupérer pour l'enterrer. Écoutez-la. Ils veulent que cela se fasse en secret, sans cérémonie d'adieu. Ils veulent m'amener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire « Ici repose ton fils ». Je ne suis pas d'accord avec cela. Voilà pour la maman de M. Navalny. Ma pensée à elle, et ma pensée aussi à ses enfants, à sa veuve, mais surtout comme elle est sur place. Vous savez, c'est une très grande tragédie. On vit d'une manière générale. Vous comprenez, pour moi, c'est une tragédie parce que j'ai une double appartenance. J'ai des origines russes et ukrainiennes. Et puis j'ai combattu toute ma vie avec Gorbatchev pour le monde meilleur. Et on arrive, inimaginable. L'autre jour, juste et vous êtes très inquiet. Et vous allez nous le dire. Oui, juste un mot. Vous comprenez, hier, Biden, il a dit « ce fils de pute ». Non, il a dit ce salopard cinglé, en parlant de Poutine. Le truc anglais. Ne dites pas de gros mots à l'antenne, M. Fedorovski. Attendez, je traduis en anglais. Des enfants nous écoutent. Dans l'anglais complètement dingue. Et les Russes, il pense peut-être à sa fille. Vous savez, je vais vous dire, j'ai géré beaucoup les crises. Jamais pendant la guerre froide, il y avait les échanges de ce genre-là. Et le monde était sauvé. Quand je suis vraiment désespéré, vous savez ce que je fais écouter? Le discours de Kennedy. Il nous a prévenu, Kennedy, pendant la crise de Cuba, que tout d'abord, dans la guerre nucléaire, il n'y a pas de vainqueur, mais d'autre part, il a utilisé, c'est un autre niveau, peut-être parce qu'il a connu la guerre. Bon, alors, moi j'aimerais vous poser la question sur Navalny. Est-ce que vous pensez que ce sont ces geôliers russes qui l'ont tué? Vous savez, moi je mène toujours l'enquête, il faut avoir les preuves. Pendant la guerre, c'est très difficile d'avoir la preuve. Le problème, c'est que cette situation, sur le plan médiatique, sur le plan de la propagande, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt de Poutine. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Mais Navalny, c'était... D'ailleurs, j'étais toujours contre, dès le début, vous avez vu, j'ai gueulé dans le Paris Match que vous présentez si bien, j'ai fait un portrait de M. Navalny. Et j'étais un peu prémonitoire, mais j'ai dit, attendez, vous l'accusez de l'espionnage, il faut donner des preuves. Je suis pour les preuves d'une manière générale, et dans cette affaire, il faut avoir surtout des preuves, mais on est dans la tragédie totale, tragédie humaine. Je pense toujours à ça, cette femme, ça me bouleverse. Je parle de sa mère, évidemment, de sa veuve, mais ça tombe au moment très dangereux. Vous comprenez? Il y a une percée russe. On ne parle pas assez dans la réalité. Ils ont une vraie percée maintenant en Ukraine. Les armes n'arrivent pas. La seule solution pour l'Occident, c'est vraiment d'aller au charbon.
Tout le monde parle de la guerre, vraiment tout le monde. Le ministre allemand de la Défense, il dit la guerre avec la Russie est inévitable dans 5 ans, etc. Mais s'il parle de la guerre, il s'agit en l'occurrence de la guerre nucléaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas ni d'Allemagne, ni rien du tout. C'est-à-dire, quand je ne dors pas la nuit, finalement, j'ai bien vécu avec mes livres, etc. Mais je pense à nos enfants, à vos enfants et surtout à vos petits-enfants. Et la tragédie de Navalny souligne ça. Alors, on va revenir sur le conflit ukrainien, parce qu'on va fêter ce triste anniversaire des 2 ans de la guerre en Ukraine. J'aimerais juste qu'on voit avec Juliette Sadat, qui est une journaliste qui a travaillé sur les visages de l'opposition en Russie après la mort de Navalny. Écoutez et regardez son sujet. Il est l'un des principaux détracteurs de Vladimir Poutine. Vladimir Karamurza, ami de longue date d'Alexeï Navalny, il a réagi à la mort du leader de l'opposition depuis sa cellule en Sibérie, où il purge une peine de 25 ans pour haute trahison. Si nous cédons à la morosité et au désespoir, c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous devons à nos camarades disparus de continuer à travailler avec encore plus de force et de réaliser ce pourquoi ils ont vécu et sont morts. Faire de la Russie un pays démocratique européen normal et libre. Mes amis, ne désespérez pas. Vous ne pouvez pas abandonner. Peu connu du grand public, Boris Nadezhdin est lui aussi un opposant au pouvoir russe. Ancien député, élu municipal d'une commune près de Moscou, opposé à l'offensive russe en Ukraine. Il était candidat aux élections présidentielles des 15 et 17 mars prochains. La commission électorale a finalement invalidé sa candidature. Il était la seule opposition en lice pour le scrutin. La répression des opposants en Russie a fait fuir de nombreux contestataires. C'est le cas d'Anastasia, ancienne journaliste. Elle s'est réfugiée en Géorgie en 2021 et compte aujourd'hui sur la veuve du leader pour continuer la lutte. Yulia Navalnya est notre nouvel espoir. Je pense qu'elle est la leader légitime de l'opposition. Nous la soutenons et nous pensons que s'il y avait de vraies élections en ce moment, elle deviendrait présidente de la Russie. Aujourd'hui, elle collecte des dons consacrés au soutien juridique des personnes détenues pour s'être soulevées contre le pouvoir russe. Vladimir Fedorovski, vous êtes notre invité sur CNews et sur Europe 1. Vous pensez que la veuve de Navalny, cette femme à la chevelure blond platine, peut reprendre le flambeau et incarner une opposition à Poutine ou pas? Encore une fois, pour mon nombril, j'ai prédit qu'elle va jouer un rôle politique dans ce portrait que j'ai fait pour Match. Mais je dois vous dire que c'est assez difficile, parce qu'il faut comprendre que l'opposition pro-occidentale, moi j'ai appartenu autrefois, j'étais cofondateur d'un premier parti démocratique là-bas, mais c'était dans les années 80, c'était il y a longtemps, même porte-parole des antiputschistes autrefois, c'était Eltsine, et Navalny lui-même, il y avait quelque chose, les Américains m'ont souvent dit qu'ils veulent faire le remake de Eltsine. La situation est complètement différente. Les gens ne savent pas, mais la vraie opposition à Poutine, c'est beaucoup plus radical. C'est quoi, des staliniens? Les néo-staliniens, bien sûr. Les néo-staliniens. Évidemment, voilà. néo-staliniens, mais c'est tous les sondages. Donc plus dur que Poutine? C'est beaucoup plus dur. Par exemple, il y a quelqu'un qui est aussi arrêté d'ailleurs, qui était l'ancien ministre de la Défense à Donbass, Strelkov. Ça ne vous dit rien? Regardez, un jour, il va réapparaître. C'est quelqu'un qui réunira 5 fois, 10 fois plus de voix que les pro-occidentaux aujourd'hui. Et les dernières élections législatives, les gens ne savent pas s'ils ont été complètement nets. Je vous signale, les néo-staliniens auraient gagné ces élections. D'accord. Une autre chose que ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est une chose, c'est une erreur de la gestion aussi de la crise. Parce que vous comprenez, au début, les Russes détestent la guerre, vraiment. Et vous savez, il y a 27 millions de gens qui ont été péris dans la guerre de nazis. Et au début, ils ont été dans le désarroi. Et après, l'Occident, ces phrases, on va mettre la Russie les genoux, il a fait réunir les Russes et Poutine. Et ça se passe devant nos yeux. Je pense que le vrai enjeu de demain, c'est quand même d'avoir une vraie vision de la Russie, parce que le choix maintenant est simple.
Je vous dis vraiment, quel est-il, ce choix? Le choix est simple. Soit on va vers l'escalade vertigineuse, parce qu'on dit on va livrer les armes. OK, on livre les armes, les avions demain, etc. Mais les avions sont basés où en Ukraine? Ils sont basés en Pologne et en Roumanie. Les Russes, ils disent tous les jours, vous placez, on frappe la Roumanie et la Pologne. Ça veut dire que c'est la guerre mondiale demain. C'est la guerre mondiale. Demain. Et il y a des gens en Occident, en Amérique, je parle avec eux tout le temps, ils sont hyper inquiets. Il y a en France les gens, les grands esprits, Védrine, ancien ministre, grand ministre des Affaires étrangères, Chevènement, ils ont exprimé il y a quelques jours une grande inquiétude face à ça. Et j'espère beaucoup que la France, avec son héritage gaulo-mitterrandien, va jouer un rôle sur ce plan. Une question, Florian Tardif. Est-ce que vous estimez qu'on a une vision naïve en Europe de cette tectonique des plaques qui est en train de s'opérer à l'Est? On parle beaucoup de la Russie, mais on pourrait parler également de la Chine. Est-ce qu'on a une vision naïve de ce qu'ils sont en train aujourd'hui d'opérer? Vous savez, dans votre mot naïf, il y a une vraie question qui se cache. Je pense que pendant ces 2 ans, on a fait des erreurs d'analyse et des approximations terribles. On a sous-estimé la Russie. On a sous-estimé la possibilité de la Russie. Vous savez, Napoléon disait « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer ». Et on a vendu la peau de l'ours de la tuer. On a dit, vos collègues surtout, pas vous ici, mais regardez les autres chaînes, que Poutine il va mourir, les Russes sont nuls, ils vont... Mais qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le dessus, vraiment, en Ukraine, soyons très clairs. C'est ça qui reflète l'inquiétude d'Avdiivka, c'est ça la réalité de ça. Ils produisent les 2 millions d'obus par an. Ils ont toutes ces choses-là, c'est-à-dire on a eu une approximation de l'analyse. Et votre question cache ça. Pour le reste naïf, je vais vous dire, dans ce récit, on dit que est-ce qu'on n'a pas fait assez? Je ne pense pas qu'on a été lucide. Les grands diplomates aux États-Unis et les grands diplomates ici, ils pensent qu'on n'était pas très pointus. Et leur est venu d'être pointus, d'où vient modestement les rappels des clés historiques que je fais de temps en temps. Mais alors, quelle solution? Si la Russie et Poutine sont dans cette logique-là, il faut que l'Europe se réarme et très vite, et qu'elle arrête de compter sur l'OTAN à ce moment-là et les États-Unis. Évidemment, mais le jeu est très, très subtil dans la réalité. Pour ma part, francophile que je suis, je pense que la France peut jouer avec cet héritage gaulo-mitterrandien un rôle assez exceptionnel. Auprès de la Russie? Face à la Russie, parce qu'en France, là-bas en Russie, ils ont les vestiges de ça. Soyons très clairs, la crise qu'aujourd'hui, je vais vous dire, on n'a jamais connu une seule fois dans les rapports franco-russes, on a connu ce genre de crise. Vous ne le connaissez pas, cette période, quand les Français, les services secrets français, ont failli tuer Lénine. C'est en 1918, il faut que je raconte un jour. Ils ont failli faire sauter le Bolchoï. Il y a toute une histoire autour de ça. C'est le seul moment. Pendant l'affaire de Mitterrand, j'ai beaucoup travaillé avec Mitterrand. Jamais on a connu ça. Même avec les expulsions, tout ce qu'on veut. Jamais on a connu. On est à un moment charnière, mais... il ne faut jamais dire jamais. On a connu aussi la crise au XIXe siècle. C'était la guerre de la Crimée. Les Russes, c'est pire que maintenant, que ce que vous racontez. Mangeurs d'hommes, tueurs d'enfants, tout ce qu'on raconte. Rien par rapport à ici, regardez les caricatures. Et après... il y avait le renversement de situation. Il y a quelqu'un qui a publié, je voudrais le citer, encore un rôle des écrivains. Il s'appelait Vicomte de Viguier. Il a publié le livre Roman russe, Tolstoï, Dostoïevski. Pour comprendre la situation, il faut relire Tolstoï et Dostoïevski. Vous avez raison, il faut toujours les relire. Vladimir Fedorovski, il y a un autre événement qui va peut-être aussi continuer à bouleverser la donne, c'est l'élection américaine du prochain président américain. Si Trump est élu, Trump a déjà dit qu'il sortirait de l'OTAN, que l'OTAN, les pays ne payent pas, les pays ne contribuent pas à la hauteur des États-Unis. Est-ce qu'il faut le croire ou que ce sont des rodomontades et que finalement il restera dans l'OTAN? Sauf être naïf. Oui, mais je prends ces menaces au sérieux. La seule chose que je peux vous dire, entre les promesses d'un candidat et la réalité, il y a une distance différente.
D'ailleurs, les rapports entre Poutine et Trump, c'était le rapport très difficile. Mais ce qui est vrai, que Trump, il sera obligé cette fois-ci quand même de changer les donnes, notamment sur le plan de livraison d'armes. Mais il y a, utilisons encore votre mot qui était excellent, naïf. Naïveté. Les Russes sont naïfs face à Trump, parce qu'ils pensent sérieusement que ça, c'est un changement total. Mais en vieux diplomate que je suis, je tiens à vous signaler que Trump a déjà déclaré qu'il va mettre les armes nucléaires, s'il vous plaît, en Pologne et surtout en Finlande. Et ce sera une nouvelle escalade, d'où vient mon inquiétude et d'où vient mon souhait de revenir aux gens qui ont connu la guerre, qui ont connu l'expérience de ça. Écoutez souvent les experts militaires, les diplomates chevronnés, je vous ai cité Chevènement et Védrine, c'est important pour comprendre. C'est-à-dire que le spectre de la guerre mondiale n'est pas à exclure pour vous. Sans faire peur, pour faire peur. Je ne voudrais être alarmiste, vous me poussez à vous dire la vérité, mais je crains qu'on est comme funambule, qu'on marche tout droit, parce que expliquez-moi comment on va éviter avec... Maintenant, ce qu'on assiste en Ukraine, ils sont l'impasse, c'est le mot de leur ancien excellent chef de guerre, Zaloujny. Qui a été limogé. Qui était viré, qui était viré. Il a dit l'impasse. On livre les armes, on livre les avions, l'escalade, palestinisation de conflits, parce que les Ukrainiens sont dos au mur, ils sont obligés d'utiliser le sabotage, le terrorisme, etc. On frappe avec les missiles de longue portée, les quartiers généraux, le Kremlin. Mais les Russes, réfléchissons, ils ont sur le théâtre européen 10 fois plus des armes tactiques que les Occidentaux. 10 fois. C'est-à-dire, et je vous garantis avec mon expérience, c'est pour ça que franchement je raconte mes expériences de Kremlin avec beaucoup de douleur. Parce que je vois leur mentalité. Je vous préviens qu'il y a ce danger-là. Et d'où vient la nécessité peut-être d'accélérer le mot qui était si oublié pendant quelque temps, le mot de la diplomatie. La diplomatie. Merci beaucoup Vladimir Fodorovski d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.